Parlez-nous de vous. Alors, la sophrologie, comment on y vient, en fait? On y vient parce que l'on traverse soi-même une expérience soit douloureuse, soit quelque chose, une maladie ou quelque chose de perturbant. Et pour ce qui me concerne, en 2009, j'ai fait la connaissance de Chantal Lachon-Sarion, qui est une sophrologue extraordinaire vers laquelle j'ai été dirigée par le docteur Descoings de la clinique Pasteur, Noérel, parce que à l'époque je travaillais beaucoup et j'ai fait un épisode de vertige paroxystique bénin. Et donc le docteur Descoings m'a conseillé de ralentir le rythme, de l'alléger et surtout il m'a adressé à une sophrologue, ce qui à l'époque était avant-gardiste parce qu'en 2009 la sophrologie on n'en parlait pas beaucoup et surtout le corps médical, j'ai trouvé extraordinaire que le docteur Descoings en tant qu'ORL trouve un intérêt à la pratique de la sophrologie. Alors depuis, effectivement, la sophrologie elle s'est développée plus, elle intègre beaucoup de milieux, elle est aujourd'hui un élément constituant du soin qu'on peut apporter ou de l'accompagnement qu'on peut apporter pour la performance, par exemple, ou pour le bien-être. Comment vous la définiriez, vous, la sophrologie? C'est un accompagnement, ça n'est pas une thérapie parce que la sophrologie ne guérit pas. Mais ce sont des outils qui ont été mis en place par Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre dans les années 60, dont les techniques ont évolué au fil du temps, qui sont associées au principe du yoga, de la méditation et du zen japonais. Et le docteur Caicedo s'est inspiré aussi de la parole thérapeutique qui était employée dans la Grèce antique. Donc vous voyez que ce sont des techniques, en tout cas pour la parole thérapeutique, qui remontent à très très loin. Et donc c'est un ensemble d'outils qui sont par le sophrologue appliqués lors des séances et que le client, et j'insiste sur le mot de client et non patient, puisque nous ne sommes pas médecins, nous ne prescrivons rien, nous ne posons aucun diagnostic et nous ne nous substituons absolument pas à la médecine, que nous accompagnons. Donc le sophrologue va proposer au client de s'approprier ces techniques pour les reproduire chez lui dans sa vie quotidienne. Et donc le client, la personne, va devenir autonome progressivement par l'entraînement, par la répétition d'un travail sur la respiration, de ce que l'on appelle de la relaxation dynamique, qui consiste en des exercices corporels doux, alternant sur le principe du yoga la respiration et le mouvement en conscience de ce que l'on fait, et également en pratiquant des visualisations, en se projetant par l'imagination dans une situation agréable, située dans son histoire personnelle, dans les moments les plus heureux de son histoire, au moment présent ou une projection dans le futur. Donc le client, par la répétition de tout cela, va progressivement voir sa conscience se tourner plus facilement vers ce qui est aidant, ce qui est agréable, et pouvoir apporter à son corps un relâchement musculaire, une détente physique de manière plus automatique, voilà, plus progressive, au lieu de rester dans une contraction du corps, et notamment au niveau des mâchoires. Ce qui, par exemple, pour les acouphènes, les personnes acouphéniques, contribue à accentuer les troubles, eh bien, la pratique de la sophrologie, par cet entraînement quotidien ou dans la semaine, entre deux séances, va permettre donc cette appropriation des techniques et une autonomie de la personne. La sophrologie, comme vous nous l'expliquez, accompagne aussi, ou peut accompagner, vous allez nous en parler, tout ce qui est de l'ordre du traumatisme.
du trauma, alors quel qu'il soit. Là, on en vient un petit peu au sujet qui nous tient aujourd'hui, à savoir la relation avec le monde animal. Et en l'occurrence, cette sophrologie, vous nous expliquez que cette détente a évidemment des incidences sur le mental, sur le psychologique, très très sûrement. Et donc, elle est aussi utilisée dans des circonstances très particulières que sont, par exemple, la perte d'un animal, puisque c'est ce qu'on évoque. Mais comment vous en êtes venu à vous dire qu'il y avait une application potentielle sur ce genre de traumatisme? Eh bien, il se trouve que, alors que je finissais ma formation de sophrologue, j'ai perdu mon chien. Qui s'appelait Buck, et les séances de sophrologie que je propose portent le nom des Amis de Buck, en hommage à mon chien. Et c'était un labrador qui avait 16 ans et demi, que j'avais trouvé à l'âge de 4 ans, qui errait sur la voie publique en janvier 2009, la veille d'une grande tempête qui a balayé tout le sud-ouest. Et ce chien avait été abandonné 3 fois. Les personnes qui le détenaient étaient allées le chercher dans un refuge à Castres 1 an avant. Et il n'était pas bien traité. Il était assez maigre et il s'était échappé. Et quand je l'ai ramené à ses propriétaires, qui n'ont manifesté aucune émotion alors qu'il était parti la veille de chez eux, ils ne voulaient pas le garder. Ils voulaient le ramener à la SPA. Et donc j'ai gardé Buck pendant 12 ans et demi et j'ai eu avec ce chien une relation fusionnelle. Et à ce moment-là, lorsque Buck, qui était donc très âgé, a fait un AVC, eh bien j'ai été obligée de me tourner vers l'euthanasie. Et ça a été vraiment un moment très douloureux et les semaines qui ont suivi ont été... j'ai été submergée par le chagrin. Et même si j'avais connu beaucoup de deuils d'animaux dans le passé, puisque j'ai la chance d'avoir une famille qui aime beaucoup les animaux, dont ma maman, eh bien, le deuil de Buck, qui coïncidait aussi avec un changement de vie pour moi, a été un révélateur vraiment de cet état d'être extrêmement douloureux. Et j'ai découvert à cette occasion-là qu'il n'existait pas grand-chose pour accompagner les personnes en deuil de leur animal. Voilà. Et comme je pratiquais déjà la sophrologie pour moi-même, eh bien, j'ai eu l'idée, tout en étant à l'écoute de tout ce que je pouvais ressentir, de tout ce que ce profond chagrin, la manière dont ce profond chagrin se traduisait de manière physique chez moi, eh bien, voilà, je me suis mise à l'écoute de moi-même et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être aidant pour mes clients dans ce domaine-là. En ayant éprouvé vous-même, oui, dans votre esprit, dans votre corps, ce trauma. Et du coup, ça vous a amené alors à aborder l'exercice de la sophrologie ou le soin de la sophrologie de manière différente dans ce cas-là Oui et non, c'est-à-dire que j'ai imaginé 6 séances assez particulières parce qu'elles sont dédiées à l'animal. Les personnes qui viennent me voir, soit ont perdu leur animal récemment, soit quelques mois avant et n'arrivent pas à se sortir de ce labyrinthe émotionnel dans lequel elles se trouvent, soit j'ai certaines personnes aussi dont l'animal est en fin de vie, et donc je les accompagne avec ces séances. Alors quand l'animal est encore en vie, on l'inclut aux séances de manière physique, et il est inclus de manière symbolique par le biais de la visualisation, donc pendant le temps que nous passons, le client et moi-même ensemble, voilà. Et j'adapte les séances aux personnes, voilà, et à l'évolution des personnes au fil des 6 séances. Et l'adaptation, c'est un principe cardinal de la sophrologie. Qu'est-ce qu'on vous dit de vos clients, on va dire, mais oui.
qu'est-ce qu'ils vous disent du ressenti justement de cet exercice, et qui est presque plus qu'un exercice en fait, qui est aussi une manière d'aborder presque spirituellement aussi le deuil? Alors, je me dois de préciser que je n'associe la sophrologie à aucune pratique ésotérique. Parce que c'est la question qui revient souvent lorsque je l'évoque. Ah bon, mais voilà, donc on se cantonne aux pratiques de la sophrologie telles que Caicedo les a définies. Sauf que l'esprit n'est quand même jamais déconnecté. Voilà, et donc la visualisation, l'animal est intégré à la séance par le biais de la visualisation. Et ça, c'est très important. Et quand les clients, lors de la première séance, lorsqu'ils viennent me voir, il y a une sensation d'étouffement physique, puisque lorsque l'on se trouve dans un grand chagrin, un chagrin profond, même si chacun vit un deuil de manière tout à fait différente et personnelle, il y a quand même une communauté dans le ressenti, notamment en termes de contraction du corps. C'est-à-dire que, outre le fait d'avoir un poids sur la tête et sur le dos, on se trouve comme dans une gangue, une camisole de chagrin. On est rempli de larmes à l'intérieur et puis on est vraiment contraint. Et physiquement, la respiration, l'amplitude de la respiration diminue. Donc il y a une perte d'énergie qui est extrêmement présente, et on se ratatine un petit peu sur soi, c'est-à-dire qu'on se coupe un peu d'un élan vital qui n'est plus exprimé par la personne, cette envie, ce plaisir de vivre son quotidien de manière sereine et de se projeter dans un futur, dans une action quelconque. Également, il y a une perte de lien social, puisque la personne n'a absolument plus envie de voir qui que ce soit, d'autant plus si son environnement ne la soutient pas et peut faire preuve parfois de maladresse, voire d'un petit peu d'ironie par rapport à ce deuil animalier qui, somme toute, peut paraître anodin pour l'entourage de quelqu'un. Donc, dans la réception que peuvent avoir vos clients de ces exercices, vous sentez, je ne vais pas me dire le contraire, mais je pense que mais un mieux-être qui se dessine comment? Alors déjà, je le vois à l'attitude de la personne, à sa posture physique, hein. C'est-à-dire que lors de la première séance, les personnes expriment leur chagrin en pleurant beaucoup, ce qui est normal. Et les larmes sont aussi salvatrices, hein. Elles permettent aussi, outre l'expression du chagrin, physiologiquement d'aller mieux. Mais il y a une certaine pâleur du teint, il y a une manière d'être un peu recroquevillé, et même si au bout de la première séance, ça n'est pas suffisant pour la personne pour la sortir de cet état d'être douloureux, je vois quand même un certain soulagement à s'être déchargé de ce poids, et surtout à avoir été entendu. Il y a toujours une certaine surprise à constater que chez la personne qui les écoute, leur douleur est considérée comme authentique et comme tout à fait légitime. Tout à fait valable et légitime à être entendu et accompagné. Alors, vous écoutant, je vois que, et c'est la discipline qui veut ça, on est beaucoup dans le concret, dans le corps et dans le poids qu'on lève, etc. Et effectivement, bon, le spirituel, entre guillemets, ou l'esprit est lié, mais c'est effectivement, la sophrologie, c'est d'abord cette conscience du corps et de soulager un corps.
qui va aider à soulager un esprit. C'est-à-dire que l'on se concentre, je vois que vous connaissez bien le principe de la sophrologie, hein, l'un des principes c'est vous qui me l'enseignez. Les plus importants, c'est de s'installer à l'intérieur de soi et d'aller ressentir les perceptions corporelles. Et cela permet d'alléger le mental, puisque lorsque la perception du corps, le fait de revenir à son être physique et aux ressentis qui peuvent se manifester, eh bien, cela permet de ne plus être dans des pensées automatiques, des pensées parasites, et à rester cloisonné, à rester focalisé sur l'image des derniers instants de l'animal, par exemple. Un animal souffrant, un animal en mauvaise condition physique, et voire un animal décédé. Et le fait de conjuguer cette conscience de sa propre corporalité avec une visualisation et de pouvoir vivre de manière symbolique une mise en présence avec un animal qui a retrouvé une vie, retrouvé la santé, avec laquelle il est possible pour la personne, pour son humain, d'exprimer tout ce qu'il a envie de lui dire, tout ce qu'il n'a peut-être pas pu lui dire avant son départ. Et bien tout cela concourt à alléger le chagrin et à faire en sorte que progressivement, au fil des séances, la personne se sente mieux. Oui, vous souhaitez nous parler donc de travaux qui ont un sens manifestement dans cette démarche. Oui, parce que lors de ma formation, alors pour devenir sophrologue, je me suis formée sur 2 années à Toulouse et puis auprès de Florence Parot, qui a notamment fondé l'Académie de sophrologie à Londres. Eh bien, je me suis beaucoup documentée. Je n'ai pas fait de formation à proprement parler sur le deuil animalier ni le deuil en général, mais je me suis beaucoup documentée sur notamment les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, qui était psychiatre, qui était d'origine suisse et qui est partie vivre à New York dans les années 60. Les années 60 qui ont été vraiment une période charnière en termes d'évolution de tout ce qui relevait de la santé mentale et du soin, de ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent le care. Et donc Elisabeth Kübler-Ross a établi des étapes du deuil que vous connaissez sans doute, ces étapes qui ont été adoptées par tous les professionnels de la santé mentale, qui vont du refus du deuil jusqu'à l'acceptation et la possibilité de repartir vers des émotions de joie et de repartir vers sa vie. Mais à l'origine, Elisabeth Kübler-Ross, qui a été pionnière en matière de soins palliatifs, a recueilli donc ces analyses, donc a déduit ces éléments de ces conversations avec des personnes qui étaient en fin de vie, qui étaient atteintes de maladies incurables. Et ce que ces personnes ont exprimé, c'est de recevoir de la part de la médecine un langage de vérité, d'être soutenu, d'être écouté et de recevoir beaucoup de bienveillance. Et donc au fil du temps, ces étapes du deuil ont été adoptées, comme je vous le disais précédemment, par les professionnels, et on en parle communément dans ce domaine-là de la perte. Et également, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est de me rendre compte qu'un psychologue clinicien américain, qui n'a sans doute aucune idée de l'existence de la sophrologie, qui est une pratique essentiellement européenne, eh bien, par ses travaux, a déterminé que les personnes qui étaient en deuil avaient toutes en commun cette émotion de profond chagrin
qui se manifeste pendant la journée sous forme de vagues. Et entre ces vagues, eh bien, il y a des moments de joie. Et Georges Bonanno, donc c'est son nom, a déterminé que les personnes qui étaient les plus résilientes avaient cette capacité d'inclure dans la journée des moments de gaieté, de joie, et également faisaient preuve de flexibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de rejeter, de contrer les émotions perturbantes, au contraire, elles étaient accueillies, on les laissait passer et on les acceptait. Voilà. Et il se trouve que ces paramètres de flexibilité émotionnelle et de joie, de moments agréables, inclus, incorporés dans des phases de deuil, et donc ces phases de profond chagrin qui se remanifestent, eh bien cela correspond parfaitement à l'esprit même de la sophrologie. Et je n'ai appris donc l'existence de ces travaux de Georges Bonanno qu'après avoir commencé ma pratique de l'accompagnement au deuil animalier, et je vois combien c'est efficace, puisque effectivement, par le biais de la visualisation, eh bien, mes clients ont la possibilité d'inclure un moment de joie, un moment de bonheur dans leur journée. Voilà. Et donc cela contribue à la résilience et au fait progressivement de se sentir mieux et de s'autoriser à poursuivre sa vie et éventuellement à reprendre un animal, ce qui arrive de manière quasi automatique pour mon plus grand bonheur et le bonheur de mes clients d'accueillir un animal dans leur foyer à nouveau, de commencer une nouvelle histoire. La question finale qu'on pose à tout le monde depuis... L'animal totem ? Oui, alors, est-ce que vous avez justement un animal ou un animal préféré, un animal totem ? Alors, l'animal totem... Alors, moi, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que j'aime tous les animaux, donc je vais vous parler des chats, des chiens, des chevaux, des oiseaux, bon. Mais je dirais que l'animal totem de la sophrologie, c'est peut-être le petit lapin. Voilà, le petit lapin, je peux le voir puisque nous en avons un depuis 2 ans qui a été lâchement abandonné dans notre jardin par quelqu'un qui n'en voulait plus parce qu'elle attendait des petits. Et le lapin, eh bien, il vit ici et maintenant. Il se tourne vers ce qui est agréable dans son quotidien. Il vit dans le moment présent. Et il suffit de voir un petit lapin déguster un brin de foin, les yeux fermés, la tête en l'air, pour voir à quel point il est tout à son affaire de déguster en pensée et physiquement ce petit brin de foin. Voilà, c'est un animal qui va vers le plus agréable, qui va avoir aussi tendance à sublimer, même quand il est malade. C'est quelque chose de douloureux pour continuer à vivre comme si de rien n'était. Et donc, je crois que le petit lapin peut bien être associé à la sophro. Ouais.